Chers auditeurs, chères auditrices, après une plongée dans le monde universitaire avec l'excellente Sarah Cohen-Boulakia, je vous propose une plongée dans le monde de l'information et des médias, avec une experte de l'IA, une femme à la pointe de la réflexion sur ce que la technologie provoque et apporte. Cathy Brem est en charge de l'innovation pour France Télévisions et rédactrice en chef de Méta-Média, un blog collectif de France Télévisions qui décrypte les tendances pour comprendre les médias et le journalisme de demain. Cathy, bienvenue et merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, écoute, nous allons parler beaucoup d'IA, pas seulement de son impact sur les médias et le journalisme, mais aussi de son adoption, des tendances et de l'adoption dans une grande entreprise comme France Télévisions. C'est quelque chose, je pense, qui va beaucoup intéresser notre audience. On va parler aussi de ton parcours. Voilà le programme. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ta mission en tant que directrice de l'innovation et de la prospective, Foresight, c'est ça, c'est prospective? C'est de la prospective. Et effectivement, c'est une partie de l'innovation. L'innovation est bien évidemment dans l'ADN de tout France Télévisions, sinon on diffusera toujours de la télé en noir et blanc. Ce que l'on fait nous avec mon équipe, ce sont plusieurs étapes dans le processus de l'innovation. On fait la partie veille et prospective qui est incarnée sous la marque de Méta-Média, de France Télévisions. On analyse ce qui se passe autour de nous dans le monde entier. Cela va de assister à des conférences à avoir un réseau d'experts que l'on interroge régulièrement, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou dans le sud global, pour détecter des tendances, pour comprendre les changements qu'eux ils vivent dans leurs industries et bien au-delà des médias d'ailleurs, puisque de toute façon c'est toujours intéressant de regarder d'autres industries que l'industrie dans laquelle on se situe soi-même pour s'ouvrir un peu les horizons. Donc c'est vraiment cette veille prospective internationale que l'on transcrit ensuite dans les différentes métiers, dans les différents process, dans ce que l'on pourrait s'imaginer être la télé d'ici 5 à 10 ans. Donc là, ça sonne très théorique, mais en fait, il y a des choses très concrètes que l'on fait dans mon école. Dans mon équipe, on a une partie R&D qui fait des preuves de concept, donc où on rend vraiment tangible ces idées d'innovation. Donc ça va de... Excuse-moi de t'interrompre, tu peux nous donner un exemple de choses que vous avez testées en termes de concept? Justement, c'est ce que j'allais dire, j'allais l'illustrer. Donc, c'est par exemple ce que l'on montre chaque année à l'occasion de Roland-Garros. On a un RG Lab, qui est l'innovation dans la télévision. C'est vraiment là pour être montré au grand public. Donc, ça peut être de l'immersion dans un match de tennis où on peut soi-même participer au match, où on peut avoir des données réelles du match et interagir avec un des joueurs. Donc là, on est typiquement dans une expérience de la télévision, mais immersive à laquelle on peut vraiment participer. Donc ça, c'est la partie expériences immersives. Et ensuite, il y a bien sûr aussi les expériences autour de l'intelligence artificielle qui nous permettent d'interagir avec des chatbots. Donc, ce sont des tests aussi grandeur nature que l'on a démontré justement à l'occasion du dernier Roland-Garros. On a testé aussi des expériences sur des plateformes comme Roblox, qui est la plateforme qui est utilisée par beaucoup de jeunes en remplacement des réseaux sociaux à l'occasion de l'Eurovision, par exemple. Donc, on a, avec d'autres médias de service public européens, on a proposé d'entrer dans le monde de l'Eurovision à travers la plateforme de Roblox. Et là, en l'occurrence, on peut s'imaginer plein de téléspectateurs qui sont en train de se rencontrer dans cet espace virtuel en parallèle de l'Eurovision qui est en train de se dérouler en direct à Londres. En fait, vous, France Télévisions, vous avez un vrai enjeu générationnel parce que les jeunes se désintéressent de plus en plus de la télé. Enfin, tu vois, moi, j'interroge beaucoup de jeunes femmes pour le podcast et c'est très rare quand je demande quelle est l'émission préférée. Aucune jeune femme ne me parle de télévision. Elle me parle
podcast, elle me parle de éventuellement Netflix, enfin tu vois, de streaming, mais plus de télévision. C'est quoi la tendance en fait, et est-ce que c'est vraiment effectivement quelque chose qui vous préoccupe par rapport à l'avenir et qui vous force à cette innovation justement? En fait, c'est quelque chose qui nous a toujours forcé à l'innovation sur ces dernières années, parce que déjà avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a été obligé de se remettre en question, puisqu'on n'était plus les gatekeepers de la diffusion de l'information. Tout le monde pouvait être un média, comme l'a bien rappelé Elon Musk dernièrement. Euh, mais donc il y a cette évolution-là, c'est juste qu'elle s'est accélérée ces dernières années en fait, et on a des usages fragmentés d'une façon que l'on n'a jamais vu auparavant. Maintenant, on a autant de ruptures d'usage que de génération, et on est presque obligé, et puisque nous sommes médias de service public, nous devons adresser toutes les générations, nous sommes obligés d'être sur du web 0 qui est la télé linéaire, sur du web 1 qui est notre plateforme France.tv, sur du web 2 qui sont les réseaux sociaux, du web 3 qui sont effectivement ces plateformes virtuelles comme Roblox de métavers, si on veut utiliser le mot, et peut-être demain le web 4, on ne sait pas. Et en plus maintenant arrive là-dedans l'intelligence artificielle générative qui crée encore d'autres plateformes sur lesquelles, vers lesquelles se dirigent les jeunes générations, surtout toujours, parce que ce sont toujours les early adopteurs de ces nouveaux usages. Et c'est pour cela que justement on se positionne dans les tests de nouveaux usages très en avant pour comprendre ce qui va se passer et pour y être. Ça ne veut pas forcément dire que l'on va massivement investir tout notre budget dans le métavers, parce que c'est pas les gens n'y sont pas forcément, mais c'est au moins déjà pour comprendre quelles sont les expériences que l'on peut proposer dans ce type de plateforme. Je comprends. Justement, parlant d'IA, quels sont donc tu fais de la prospective sur Metamedia, vous publiez, vous faites beaucoup de publications qui sont très utilisées. Quelles sont pour toi les trois vraiment tendances là que tu es en train de voir se voir dessiner sur l'utilisation de l'IA générative et peut-être issue aussi de ton expérience, de tes expériences, de tes preuves de concept à France Télévisions et qui peuvent éclairer un peu justement notre audience sur ce qui se prépare, ce qui se mijote un peu dans la planète intelligence artificielle. Si je le dirige des médias, ce que l'on voit beaucoup se dessiner, c'est vraiment un gain d'efficacité. Donc ça, c'est un petit peu l'adoption la plus logique de l'intelligence artificielle générative, qui n'est pas forcément celle qui est la plus intéressante pour nos publics. Quand on dit gain d'efficacité, cela ne doit pas forcément se traduire en je produis plus parce que je peux en produire plus. On a plusieurs tendances qui se dessinent. Donc, soit un média se décide, je produis plus parce que je peux produire plus, sans me poser la question pourquoi je produis, pour qui je produis, qu'est-ce que je dois produire et qu'est-ce qui me différencie des autres. Mais il y a aussi beaucoup de médias qui prennent cette occasion-là pour se repositionner et pour se poser la question, c'est quoi la valeur ajoutée en fait en étant un média de service public et en se disant, au lieu de produire plus, je produis une meilleure qualité, puisque l'IA générative et tous les outils qui sont effectivement extrêmement intéressants peuvent nous aider aussi à aller plus vers une meilleure qualité. Donc ça, c'est une première tendance. Une deuxième tendance, c'est un peu ce qu'on a décrit dans notre cahier de tendance post-réalité, sur la post-réalité, où on a un effet positif qui est celui que la création est accessible à un plus grand nombre. Donc, on a vraiment les barrières d'entrée qui sont presque inexistantes aujourd'hui. Auparavant, pour créer un film, il fallait suivre des études compliquées et utiliser des logiciels extrêmement chers. Et donc, aujourd'hui, ça devient de plus en plus accessible à tout un chacun. Donc, il suffit d'avoir une belle idée et d'interagir un petit peu avec la machine de la bonne façon. Et on peut créer quelque chose de tangible déjà à travers l'IA générative. Donc ça, c'est une deuxième tendance qui, pour moi, est très positive parce qu'effectivement, le plus nous sommes le créatif, le mieux c'est, le plus on aura d'idées.
Mais il y a aussi une autre tendance qui est celle qu'Internet est en train de se remplir de ce qu'on appelle du slop, qui est un petit peu le nouveau mot pour les anciennes générations qui connaissent le spam. Donc ça, c'est effectivement ce qui nous remplissait nos boîtes mail, mais donc demain, c'est le slop, c'est déjà aujourd'hui le cas. Ce sont d'énormes quantités de contenu fabriqués par l'IA générative, grâce à l'IA générative, et qui sont pas forcément de très bonne qualité. Donc là où on était déjà un peu dans cet écosystème d'infobésité, demain on sera encore confronté à encore plus de contenu et on aura vraiment du mal à se différencier et à être trouvé dans cet océan de contenu artificiel, et on aura peut-être aussi de plus en plus de mal à distinguer ce qui est réellement fabriqué par des humains ou ce qui est fabriqué à la chaîne par une IA générative. Est-ce que justement, c'est pas l'occasion pour vous, au contraire, de vous différencier comme une source de qualité auquel les gens vont pouvoir se fier? Enfin, je me dis finalement, c'est une opportunité pour les médias dits traditionnels de se distinguer par cette qualité, d'où le danger de faire de la productivité sans contrôle et sans euh, réflexion sur ce qu'on veut apporter. Mais pour moi, c'est, tu vois, peut-être encore plus nécessaire aujourd'hui d'avoir ces sources de référence qui vont permettre au moins de se fier à une partie enfin une information qu'on va qualifier de qualitative. En tout cas, en tant que consommatrice d'informations, je trouve que je vais avoir tendance effectivement à privilégier certaines sources. C'était déjà le cas avant, et comme tu dis, c'est encore plus le cas maintenant. Et si j'ai pas confiance dans le fait que les médias font ce job de faire de l'investigation, de faire de la qualité, d'interroger justement les produits de l'IA, je pense que je serais encore plus perdue quoi, dans l'infobésité. Mais c'est exactement, je pense, le rôle que nous avons et que nous avons encore plus face à ces nouvelles technologies, qui est d'un côté d'être exemplaire. Donc il ne s'agit pas pour nous d'utiliser ces technologies sans contrôle humain, sans encadrement, sans en comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui inclut aussi de se poser la question qui nous propose ces technologies et quel est le modèle économique de ces technologies, et est-ce qu'il n'y a pas aussi une solution peut-être plus indépendante, que l'on maîtrise mieux, plus éco-responsable. Donc voilà, il y a tout un tas de questions qu'il va falloir qu'on se pose encore plus que ce que l'on le faisait déjà auparavant. Ça, c'est la première composante. Et le deuxième effet positif, selon moi, est que l'on revient peut-être un peu plus vers l'essentiel du métier de l'information, du métier de journaliste, qui est effectivement d'avoir un réseau de sources, de pouvoir faire de l'investigation, de pouvoir interroger des gens, d'être face aux gens et d'interagir avec eux, qui était peut-être quelque chose que l'on a un petit peu perdu ces dernières années, puisqu'on a un peu perdu le contact direct avec nos publics, parce qu'on avait toujours un intermédiaire, les réseaux sociaux, et on avait beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux. Donc là, je pense que ces technologies nous reposent peut-être dans un contexte un peu plus face aux questions. C'est quoi le métier de journaliste? Quelle est la valeur ajoutée d'un média de service public dans cet écosystème d'information? Et que font peut-être les créateurs de contenu bien? Et nous, on ne fait pas bien. C'est la question que l'on s'est posée dans le cahier de tendance métamédia précédent de l'année dernière, et où on peut peut-être se réformer un tout petit peu dans notre façon d'intégrer les technologies et d'interagir avec le public, puisque de toute façon, tout ce que l'on fait quand on intègre de l'intelligence artificielle générative ou de l'IA classique, c'est toujours au service de nous.
Ça amène deux questions. La première, c'est clairement une question de énorme enjeu de formation pour les journalistes pour comprendre ce que c'est que l'IA générative, comment elle fonctionne, comment il faut l'utiliser. Donc pour toi qui est justement en charge de ces sujets, comment ça se passe? Parce que tu me l'avais mentionné quand on a préparé, hein, c'est qu'il y a peu de journalistes qui sont experts de l'IA. Toi, tu t'es formé. Voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que toutes les entreprises, de toute façon, ont cet enjeu-là. Je pense qu'il y a plusieurs socles de formation à mettre en place. Il y a déjà un premier socle de compréhension de l'intelligence artificielle versus intelligence artificielle générative, puisqu'on parle toute la journée d'intelligence artificielle dans les médias, pas toujours en expliquant de quoi il s'agit et parfois même en exagérant les faits parce que cela génère du clic. Quand on a un titre, l'IA va nous remplacer X% de nos métiers sans expliquer vraiment en détail et sans nuance. Quelque chose que l'on a malheureusement aussi perdu sur les réseaux sociaux et qu'on a adopté parfois un peu trop dans les médias. Donc le premier socle est déjà de partager cette compréhension de la technologie sans transformer les collaborateurs en experts IA, mais au moins il suffit déjà de dire voilà, l'IA elle est capable de faire ça, mais par exemple elle ne fera jamais ça, ou en tout cas aujourd'hui elle ne sait pas le faire. Faites attention, ce sont des mathématiques, des statistiques, de la probabilité, donc l'intelligence artificielle générative, même si elle parle très très bien, ne comprend pas le monde, elle ne sait pas faire la différence entre un fait et quelque chose d'inventé, et au contraire, elle a tendance elle-même à générer du faux quand on ne s'adresse pas comme il faut à elle. Donc il y a à la fois le input, donc la façon dont on lui pose la question, et l'output qu'il va falloir maîtriser. Donc ça, c'est vraiment la première couche de compréhension que l'on a mise en place très très rapidement à France Télévisions. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu ChatGPT pour parler d'intelligence artificielle à France Télévisions. Avec Metamédia, on a déjà fait un cahier de tendance en 2016 sur les algorithmes et les rédactions. Et en 2019, on avait sorti un cahier sur l'intelligence artificielle et un catalogue des cas d'usage possibles de l'intelligence artificielle pour les médias. Donc ces éléments de réflexion, on les partage régulièrement, donc que ce soit sur Metamédia ou que ce soit à travers de conférences, de tables rondes qu'on a organisées au sein de France Télévisions. Donc il y a cette partie-là. Ensuite, pour les journalistes vraiment de la rédaction, on a très très rapidement mis en place aussi des petits cafés de l'IA où ils pouvaient venir nous voir, discuter avec nous, échanger, tester ces outils pour que l'on revienne un petit peu sur terre face à ce hype qu'on a dans les médias. Et quand on ne les connaît pas du tout, c'est difficile de se mettre soi-même devant un ordinateur pour tester quelque chose. Donc, c'est toujours bien d'être accompagné de quelqu'un. Donc, ça, c'est vraiment des tests très pratiques que l'on a mis en place très, très rapidement aussi. Ensuite, nous avons la chance à France Télévisions d'avoir un organisme de formation interne qui est notre université France Télévisions, qui a mis en place aussi des formations pour les journalistes et pour les autres populations de France Télévisions, puisque nous n'avons pas que des journalistes à France Télévisions, pour qu'ils puissent éventuellement aussi tous ensemble avoir ce socle de compréhension. Et on vient d'ajouter aussi un module vidéo interactif où chacun peut comprendre au moins les bases de l'IA générative et de cette révolution des usages. Donc, pour moi, c'est vraiment un premier socle qui est nécessaire et qui doit être dispensé auprès de tout le monde et surtout, y compris au niveau commerce. Ouais. C'est un caractère obligatoire ou c'est sur la base du volontariat? Pour l'instant, c'est sur la base du volontariat, mais il y a énormément de demandes parce que effectivement, chacun veut comprendre ce qui se passe et de quelle façon il sera peut-être lui-même impacté demain. La deuxième question que j'avais, c'était, tu as mentionné qu'il fallait se poser la question de qui fournissait ces outils. Est-ce que vous avez déjà identifié une préférence, un fournisseur préféré? Est-ce que notre champion national Mistral est dans le lot? Quid de OpenAI qui est présent avec Microsoft, etc. Donc comment là tu fais
ton marché par rapport à toute l'offre qui est disponible? Alors déjà, le marché, je ne le fais pas toute seule parce qu'on est plusieurs à tester, on a plusieurs à prendre la décision. Ce dont on s'est aperçu aujourd'hui, c'est chaque grand modèle de langage est bon en différentes choses. On n'a pas un modèle idéal qui marche pour tous les besoins que l'on a dans l'entreprise. Donc, ce que l'on a décidé de faire il y a déjà plusieurs mois, c'est d'offrir aux utilisateurs au sein de l'entreprise une interface à travers laquelle ils peuvent accéder à différents grands modèles de langage, à différents outils d'intelligence artificielle générative pour avoir à chaque fois accès au bon modèle par rapport aux bons besoins. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas le modèle idéal qui répond à toutes nos questions. Quelle est ta préférence, par exemple, pour la rédaction? Si tu dois revoir un texte, c'est quoi ta préférence? Moi, je me suis très très vite habituée à ChatGPT, mais je dois avouer que je l'ai à version payante, donc Ouais. ça c'est vraiment au sein de mes tests personnels et c'est tout simplement par habitude et parce qu'il commence à me connaître et à connaître mon style d'écriture et donc j'aime bien interagir avec lui. Il y a aussi Claude qui fonctionne très très bien et on a d'autres outils qui sont très bons en écriture. Après, de toute façon, je ne l'utilise pas moi pour lui faire écrire quelque chose, je l'utilise pour challenger ce que j'écris. Donc Ouais, je me doute bien, et c'est ce qui fonctionne le mieux d'ailleurs, parce que oui. mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais par contre, tu vois, je constate, moi aussi, ça fait maintenant bientôt 3 ans que j'utilise ChatGPT, ouais, bah, comme beaucoup, un peu moins, 2 ans et demi. Je trouve que par contre, il commence à être biaisé. C'est-à-dire Oui. qu'il finit par tellement bien me connaître que il finit par orienter les réponses. Et ça commence à me gêner un petit peu. Et du coup, effectivement, je vais faire d'autres tests ailleurs, par exemple sur Notebook LM ou sur Claude, pour voir un petit peu ce que ça donne justement quand il n'y a pas de contexte, Mais tout en fournissant suffisamment tu vois, d'éléments, suffisamment de documents pour que ça soit quand même étayé, parce que sinon le résultat sera forcément très déceptif par rapport à la ChatGPT qu'on a depuis longtemps. effectivement, on sent de plus en plus cet effet de biais de confirmation parce qu'il va forcément dans notre sens pour que l'on soit, et de toute façon il y a un objectif là-dedans, pour que l'on soit encore plus attaché à lui, pour que l'on reste émotionnellement lié à ChatGPT. Et pour ma personne, ça marche très bien, même si j'en suis parfaitement consciente, mais je pense que par commodité. Pour toi, c'est quoi les obstacles que tu rencontres dans l'adoption de l'IA dans les rédactions? Et déjà, enfin, est-ce que c'est un objectif en soi déjà? Je comprends bien qu'il y ait ce besoin, en tout cas, de la connaître, de l'utiliser aussi pour gagner en productivité, tout en préservant la qualité. Donc, au challenge, ça, c'en est un, je suppose. Est-ce qu'il y a d'autres challenges que tu vois pour là, on peut pas projeter très loin avec l'IA parce que ça change tout le temps, mais là, dans les 18 mois à venir. En fait, effectivement, il y a cette première phase de compréhension, mais ensuite, à partir du moment où on a compris ce que l'on peut faire avec, il y a aussi la phase de décision, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec. Et quelles sont les tâches dans mon process que je veux réserver aux humains parce que ce sont des tâches très précieuses et à risque, et quelles sont les tâches que je peux déléguer à l'intelligence artificielle générative avec plus ou moins de surveillance humaine, bien évidemment, toujours avec un humain dans la boucle. Mais à partir du moment où je me dis qu'il faut toujours un humain dans la boucle, cela va aussi ralentir le process. Donc il y a vraiment beaucoup de questions à se poser, à quel endroit on met le curseur dans l'interaction homme-machine et quelles sont les tâches que je peux donner à la machine et quelles sont les tâches que je ne donnerai jamais à la machine. Et ça doit être rassurant quelque part aussi pour les gens, parce que tout le monde a un peu peur du remplacement, et j'imagine que c'est le cas dans les rédactions. Enfin, je suppose qu'il y a quand même eu déjà des
des annonces qui ont été faites, mais en même temps de dire ça ne sera jamais remplacé, ça c'est une tâche qu'il faut continuer à faire avec un humain, c'est un côté rassurant. Tu peux me partager, toi, quel est ton ressenti justement par rapport à cette, à la fois peur du remplacement, puis par rapport à sa réalité? En fait, la peur du remplacement, on l'a surtout quand on ne connaît pas l'outil, quand on ne sait pas exactement ce qu'il sait faire. On l'a très vite vu quand on a organisé les ateliers avec les journalistes. À partir du moment où ils ont testé les outils, où ils ont assez rapidement vu les limites d'utilisation, ils étaient beaucoup plus rassurés. Ils se sont dit, oui, effectivement, c'est très efficace pour faire telle chose, mais jamais cela ne pourrait me remplacer. Et en fait, tous les exemples que l'on a évoqués tout à l'heure sur l'interaction humaine, le journalisme d'investigation, toutes ces tâches-là, qui sont quand même les tâches un peu nobles du journalisme, au lieu de, si on les met en regard avec je copie-colle une dépêche AFP, que effectivement l'IA générative peut très bien faire. Très bien faire, ouais. Et voire même la réécrire. Donc toutes ces choses-là, on peut les donner très facilement à l'intelligence artificielle. Mais si on revient vraiment au métier de journaliste de base, au départ, pour lesquels je pense la plupart des journalistes ont suivi des études et qui étaient un peu l'objectif dans leur vie de journaliste, ces tâches-là, jamais, ou en tout cas pas aujourd'hui, et pas dans les 10 ans à venir, je pense, l'IA générative ne pourra les accomplir. Il y a déjà cette partie-là, il y a une autre partie. L'IA générative, encore une fois, ne comprend pas les faits. Elle ne sait pas ce que c'est un fait. Elle ne sait pas vérifier quelque chose. Elle-même hallucine à longueur de journée. Et même si on lui donne des faits vérifiés, et si on lui donne encore plus d'articles écrits par la BBC, par exemple, puisqu'on l'a vu dans une étude assez récente de la BBC, que même quand on interroge ce corpus précis d'articles, dans les résultats que l'on obtient, on est toujours confronté à parfois ce qu'on appelle ces hallucinations, et l'IA, par exemple, n'est pas capable de citer une phrase précise. personne de faire une citation précise à partir d'un texte. Donc, et tout ça, c'est basé sur la technologie. C'est inné dans la technologie puisqu'elle n'est pas faite pour ça. Absolument. Et moi, je le constate tout le temps sur mes transcripts de podcasts. Quand je lui demande d'inclure des citations, heureusement que je connais par cœur mon épisode, parce que parfois, effectivement, il me sort des trucs où je dis mais ça sort d'où? Ou alors c'est pas littéral. Et même si je lui dis fais une citation littérale, ça ne fonctionne pas. Donc il faut être très vigilant. Néanmoins, s'il n'y a pas cette peur du remplacement vraiment, il y a quand même peut-être, tu parlais d'efficacité, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'effectif, un problème de volume par rapport à justement le gain de productivité que font gagner les IA? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des métiers qui disparaissent ou qui doivent se transformer? Doivent se transformer, ça c'est sûr. Qui disparaissent, pas forcément. C'est pas des métiers entiers qui disparaissent, ou peut-être que ça peut être des métiers. En fait, il y a quelque chose que l'on fait souvent beaucoup en France, qui est on protège les métiers au lieu de protéger les gens. C'est bon, j'ai le droit de dire ça en tant qu'étrangère peut-être. Donc je ne parle pas pour France Télévisions, mais en fait c'est ma vision. On a effectivement tendance à protéger les métiers là où il faudrait tout simplement former les collaborateurs tout au long de leur parcours de métier et les rendre disponibles, les rendre prêts à basculer sur d'autres tâches en ayant les compétences nécessaires, parce qu'il faut qu'on les prépare en fait pendant tout leur parcours métier, sans pour autant jeter tout ce qu'ils ont appris auparavant, mais en se positionnant et en se basant sur ces compétences déjà et en faisant évoluer les compétences de tout un chacun. C'est beaucoup de travail, mais c'est ce qui est important, je pense, dans un parcours professionnel, de maintenir cette évolution des compétences dans un monde que l'on a aujourd'hui qui change tellement vite. Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose que les jeunes générations demandent beaucoup quand ils regardent les différentes entreprises. Ils regardent aussi
la capacité de l'entreprise d'accompagner l'évolution métier de tout un chacun et l'évolution des compétences. Donc, il n'y a pas de métier qui va disparaître, mais en revanche, il y a un accompagnement renforcé qui doit être mis en place et qui est déjà en place en fait aujourd'hui avec les métiers pour les aider à pouvoir basculer sur potentiellement de nouvelles tâches demain qui sont peut-être plus des tâches de surveillance que des tâches de production par elles-mêmes. Tu m'avais quand même fait remarquer que tu as des rédactions comme celle du New York Times et The Guardian qui quand même disent qu'ils préféraient des journalistes sans IA. Yes, The Guardian, c'est pas exactement ça parce qu'ils utilisent quand même de l'IA et le New York Times a aussi publié tous les outils qui mettent en place. Mais c'était The Guardian, le rédacteur en chef du Guardian, qui avait évoqué que ils ont testé l'intelligence artificielle générative sur un certain nombre de tâches. Ça leur a pris beaucoup de temps. Puisqu'en fait, à partir du moment où on teste quelque chose, ce ne sont pas que les équipes techniques qui testent ces outils. Il faut bien évidemment inclure les équipes éditoriales dans ces tests-là. Et à la fin, ils se sont aperçus sur un certain nombre de tâches que finalement, les humains le faisaient quand même mieux que l'IA. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas du tout l'IA, mais effectivement, eux, c'était le cas. En revanche, on a quelqu'un comme Karen Ao qui vient de sortir le livre Empire of AI et qui, elle, vient d'un background scientifique puisqu'en fait, elle a d'abord fait des études d'IA et de machine learning au MIT et qui est devenue aujourd'hui journaliste. Et elle, clairement, disait qu'elle n'utilise pas du tout l'IA générative. Elle utilise l'IA, donc l'IA prédictive, mais pas du tout l'IA générative quand elle fait son travail de journaliste. Intéressant. Ça veut dire que elle a forcément fait les tests, donc ça veut dire qu'elle c'est pas concluant. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu passer cette étude. Alors j'ai pas eu le temps de la regarder dans les détails du Gartner qui dit que la promesse de l'agentique, tout ce qu'on te dit sur les agents IA est largement surévalué et que même ça serait pas un flop, mais donc l'agentique, si on peut expliquer pour nos auditeurs et auditrices, c'est le fait de confier à des agents autonomes un certain nombre de tâches qui sont capables d'exécuter à partir de notre ordinateur notamment, comme par exemple prendre des rendez-vous, etc. Mais visiblement, le Gartner a l'air de dire que c'est dans le hype et que ça ne va pas du tout donner les promesses qu'on nous justement vend. Et effectivement, on est dans cette boucle de surenchère, de nouvelles technologies, à chaque fois il y a quelque chose de nouveau qu'il faut absolument adopter. Et si on ne l'adopte pas tout de suite, on est déjà obsolète. Et si même on se pose la question de comment ça fonctionne, comment il faut l'adopter, on est déjà aussi obsolète. Donc c'est vraiment cette course à l'installation partout des IA génératives. Et effectivement, la nouvelle mode, ce sont les agents. Et je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais en fait, il faut être accompagné de façon très professionnelle pour le mettre en place. Et il faut savoir, encore une fois, quelles tâches on veut donner à cet agent. Donc, il faut les calibrer, il faut choisir la bonne technologie, il faut choisir la bonne solution. Est-ce que là, par exemple, pour réserver un billet d'avion sur notre ordinateur, est-ce qu'on est obligé de passer par un agent qui va monopoliser beaucoup de calculs et donc beaucoup de serveurs et beaucoup de machines, là où soi-même, en fait, on peut quand même juste faire 3 clics et se réserver soi-même le billet. Donc, il y a à un moment donné aussi la question qui se pose de la bonne utilisation de ces outils. On n'est pas obligé, bien que ce soit une idée très intéressante d'avoir chacun notre propre agent intelligent en face de nous qui fait tout pour nous, un peu comme si on avait un majordome qui s'occupe de tout pour nous. Mais pour qu'il s'occupe de tout pour nous, il faut aussi qu'on lui donne accès à toutes nos données parce que il y a tous nos outils, à tous nos logins mots de passe parce que sinon il va pas pouvoir faire grand chose. Donc est-ce qu'on a envie de ça?
Et c'est ça, exactement. Et je pense que tu avais alerté là-dessus, sur cette espèce de d'aspiration des données à grande échelle, hein, avec quelque chose de finalement assez effrayant qui nous rapproche de plus en plus de mondes déjà évoqués par le passé et de dystopies évoquées par le passé. C'est assez effrayant et ça nécessite quand même de se poser, de s'interroger. Et je pense que c'est là où des médias comme le tien, enfin celui que tu supervises, a un rôle à jouer pour nous les alerter là-dessus. Il y a une chose sur laquelle vous avez alerté justement, c'est la désinformation massive avec des contenus qui sont totalement inventés. C'est Voilà. ça un petit peu la différence que l'on explique dans le cahier de tendance de cette année, puisqu'on a fait un cahier de tendance sur la post-réalité et non pas la post-vérité. La post-vérité, c'était effectivement avec la période Trump et le Brexit, de dire quelque chose, de prétendre quelque chose et de le positionner comme un fait accompli. Donc ça, c'est quelque chose. Effectivement, je prétends quelque chose juste parce que je suis le président des États-Unis. Je peux dire quelque chose, mais là, avec l'intelligence artificielle générative, on peut même fabriquer les faits, puisqu'on peut ex nihilo fabriquer des images, des vidéos, du son plus réalistes que la réalité. Et ce sont des outils qui sont accessibles à tout un chacun, qui sont accessibles gratuitement partout sur Internet. Donc, on a vu l'année dernière, qui était l'année électorale par excellence, quelques tentatives de prise d'influence sur les élections. C'était pas aussi large que ce que l'on avait imaginé, mais quand même, en fait, peut-être que ce n'est pas que l'intelligence artificielle générative et les contenus générés avec l'IA qui vont directement influencer les élections, mais en fait, ça ajoute du bruit dans cet écosystème d'information où on noie de plus en plus les bonnes informations, les vraies informations, et encore une fois, les marques de référence qui peuvent encore nous aider à se retrouver dans cette désinformation massive. Clairement. Je voudrais qu'on parle un peu de toi. Tu as un profil plutôt atypique. Tu viens des Beaux-Arts. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es intéressée à la technologie? Alors déjà, comment tu es devenue journaliste et qu'est-ce qui a fait que tu t'es passionnée pour la technologie? Alors, je ne dirais pas que je suis passionnée pour la technologie, Ah bon, mais c'est quoi tes je suis passions alors? je suis passionnée pour les nouveaux usages et D'accord. les nouveaux récits et pour la technologie qui peut nous aider pour faire tout ça. Donc moi effectivement je viens d'un background de beaux-arts, histoire de l'art, lettres et linguistique. Après ces études, j'ai bifurqué un petit peu vers le journalisme et ensuite j'ai commencé à travailler pour France Télévisions, qui est une très grande entreprise et dans laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et dans cette entreprise, j'ai eu la chance de toucher à plein de métiers différents. Donc j'ai travaillé sur la production d'émissions. J'ai co-animé une émission, donc je suis passée devant la caméra également. Je me suis occupée d'un site internet régional et ensuite de 24 sites internet régionaux et de nos sites ultramarins, et j'ai fait beaucoup de formations de journalistes et effectivement aussi pour accompagner la transformation numérique à la fois des régions et des outre-mer. Et ce sont des étapes de carrière très très diversifiées qui m'ont aidé à comprendre aujourd'hui à la fois le monde de l'ancienne télé, si on peut dire, donc c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'antenne, et le monde du numérique, et donc ce monde qui vient de demain. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu de créer des passerelles entre les deux et de faire la médiation entre les deux, et donc à travers Métamédia et ce récit journalistique et académique, parce qu'on est un petit peu entre les deux. On est à la fois dans l'analyse académique et on fait intervenir et parler beaucoup de scientifiques aussi dans le dernier cahier. Donc à travers cette plateforme d'aider à comprendre le monde de demain. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime profondément.
faire, qui est prendre une masse incroyable d'informations qui nous tombent dessus aujourd'hui, essayer de l'analyser avec le contexte de ce que l'on sait déjà et décrypter les choses et comprendre ce que l'on doit actionner demain pour que l'on puisse encore être un média de référence toujours, comme on l'est aujourd'hui, comme on le soit toujours demain. Toi, tu as grandi dans un pays communiste, donc quand tu es arrivé en France, est-ce que tu peux partager avec nous quelles sont les choses qui t'ont... Enfin, déjà, dans quelles circonstances t'es arrivé en France? C'était pour tes Alors, études? c'est pour mes études, effectivement, puisque en fait, le français, c'est ma dernière langue étrangère et c'est donc celle que j'ai appris après la chute du mur, puisque j'ai grandi en Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Et j'ai toujours beaucoup aimé la littérature française, la langue française, l'architecture, la gastronomie. Et donc c'est pour cela que je suis restée en France à la fin de mes études. J'avais déjà vécu un peu de toute façon ce changement à la chute du mur, puisque en fait, j'avais déjà basculé de ce pays communiste à un pays capitaliste du jour au lendemain. Et la différence entre les deux, c'est bien évidemment de passer d'un esprit très collectiviste où tout un chacun travaille pour un objectif commun, comme on le voit aujourd'hui plutôt dans des pays en Asie encore, à cet esprit très individualiste dans la compétition, où il faut s'affirmer soi-même et ce sont pas forcément des clés que l'on a données à des gens quand ils viennent d'un pays communiste. Pour autant, enfin, dans les études, il y a quand même, enfin, c'est un monde assez compétitif quand même pour, enfin, l'ancienne Union soviétique, c'était quand même assez compétitif. Tu m'avais fait remarquer notamment que, pour le coup, il n'y avait pas de différence de genre aussi marquée qu'en France. Ça, effectivement, effectivement, quand je dis compétitif, c'est pas forcément dans un esprit positif, puisque dans l'esprit positif, on était dans l'exigence de l'excellence tout le long de mes études depuis la maternelle, en fait. Dans les pays communistes, on avait vraiment ça. D'ailleurs, la preuve, on avait tout le temps, chaque année, des olympiades de mathématiques, de sport, de langue, de dessin, de tout un tas de choses. On était effectivement tout le temps dans cette recherche de l'excellence, qui était un des piliers importants de ces cultures-là, mais pour le bien commun, puisque chacun devait être excellent pour le bien commun. Et donc on était dans cet esprit d'excellence, de compétition, et d'ailleurs on ne faisait pas de distinguo entre les filles et les garçons dans ce parcours-là. Comme on le voit peut-être aujourd'hui, beaucoup en France, on sépare très très tôt les filles des garçons à l'école en disant bah, les filles elles sont bien pour écrire, elles sont bien en langue, elles sont bien en lettres, et les garçons ils sont mieux en maths. C'est quelque chose que je n'ai jamais observé dans mon enfance quand j'étais à l'école. On n'a jamais fait cette distinction parce que pour nous, on n'avait pas cette différence et on avait d'ailleurs des role models, si on le dit en bon français, où on pouvait s'inspirer, qui allait de Valentina Tereshkova en cosmonaute à plein d'autres femmes qui avaient des métiers qu'on dit encore aujourd'hui parfois réservés aux hommes. Donc il y a un des exemples peut-être aussi, c'est à la chute du mur en 1989, en Allemagne de l'Est, 95% des femmes travaillaient là où en Allemagne de l'Ouest, c'est autour de 55%. Donc on était dès le début pas du tout traités de façon différente entre hommes et femmes ou entre garçons et filles, et on était très naturellement dans des matières scientifiques dès le début en fait. Comment ça se passait pour les congés maternité qui, on le sait, en France en tout cas, c'est un gros facteur de ralentissement de la carrière des femmes. Ça se passait comment dans l'ex-Allemagne de l'Est?
Alors ça se passait de façon très simple puisqu'en fait les femmes étaient accompagnées du début jusqu'à la fin tout au long du parcours d'un côté. Donc il y avait les congés maternité donc on pouvait prendre très simplement, mais surtout il y avait dans chaque entreprise des crèches où on pouvait donc facilement laisser son enfant et reprendre le travail sans se poser toutes ces questions, qui va s'occuper de mon enfant. C'était bien évidemment aussi quelque chose qui était dans l'intérêt de l'État de prendre en charge les enfants depuis le plus petit âge pour diffuser une partie de l'idéologie. Donc ce n'est pas non plus 100% innocent et 100% uniquement pour aider les femmes. Mais le fait est, et c'était le résultat, c'est que chaque femme était indépendante et pouvait à la fois marier de façon très très simple travail et enfant. Il n'y avait pas ce choix obligatoire entre je veux faire une carrière ou je veux avoir un enfant. On pouvait avoir les deux avec un confort assez facile, puisqu'encore une fois, chacun avait une place en crèche, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans les crèches qui étaient à côté. Je pose toujours des petites questions de référence. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les préparer. Je voulais savoir quel était le livre qui t'avait marqué, que tu voulais partager, que ce soit récent ou plus avant dans ta vie. Alors, il y en a plein, effectivement, parce que j'ai fait des études de lettres, donc j'ai lu beaucoup de livres et je continue à en lire, même si c'est de plus en plus difficile dans ce monde qui bouge beaucoup. J'essaie quand même de me poser avec des livres. Il y en a un qui m'a marqué dernièrement, qui s'appelle en anglais An Unnecessary Woman. Donc une femme non nécessaire, mais la traduction française est un peu différente. C'est une vie dans les mots ou quelque chose comme ça, qui n'a rien à voir avec la femme, en fait, où on ne parle du coup dans le titre pas de la femme, même si en fait le personnage principal de ce livre c'est une femme qui vit dans un appartement à Beyrouth, complètement invisible, et qui traduit chaque année un livre, mais qu'elle ne publie pas du tout. Et en fait, elle vit dans ses livres et on vit sa vie à travers ce lieu clos qui nous fait comprendre la société au Liban et les transformations historiques au Liban à travers vraiment ce point de vue de cette femme que je trouve extrêmement bien écrit. Donc ça, c'est vraiment un livre qui m'a marqué à la fois par l'histoire et par la forme. Ça doit être... Enfin, j'imagine bien qu'avec les études que tu as faites, c'est quelque chose à laquelle tu es hyper sensible. Donc, et je t'avoue que moi, je suis toujours heureuse d'avoir entre les mains une belle écriture et de pouvoir me régaler de ça. Donc, merci pour la référence. Ton émission préférée? Je suis pas très télé, en fait, je ne regarde pas beaucoup la télé, que ce soit en direct ou en streaming. C'est drôle ça quand même. Je sais. On peut le couper, mais j'écoute plutôt des podcasts. Donc même si je ne suis pas une jeune femme, mais je suis un petit peu comme les générations que tu as évoquées tout à l'heure. Et il y a un podcast que j'aime beaucoup, mais qui est très pro, qui est de Nikita Roy, qui s'appelle Newsroom Robots, où elle interroge des professionnels des médias sur leur vision d'avenir des rédactions avec l'IA. Donc et c'est vraiment très bien fait, et elle, je la trouve très visionnaire. C'est en anglais? C'est en anglais, oui. Super. Une femme que tu admires, qui est voilà, ton inspiration, je sais pas si c'est possible d'en avoir qu'une en fait, mais en tout cas une femme que tu as envie de mentionner.
Et effectivement, j'ai du mal à en avoir une. Et encore une fois, j'ai grandi vraiment avec beaucoup d'images de femmes quand j'étais petite déjà, et de femmes assez puissantes et dans des rôles très importants. Contrairement à parfois quand j'entends des femmes de ma génération qui n'ont pas grandi dans les pays de l'Est, qui sont toujours en train de dire oui, mais je n'avais pas de role model quand j'étais jeune. Moi, c'était pas vraiment mon cas. Encore une fois, donc il y avait Valentina Tereshkova, même si elle était poussée bien évidemment par le régime et que c'était mais n'empêche que c'était la première femme qui était dans le cosmos, et donc je me suis petite beaucoup orientée à cette idée que en fait on peut faire tout ce qu'on a envie de faire, en fait n'importe quoi, il n'y a pas vraiment de limite. Et après, une autre femme que j'admire, et encore une fois, c'est une référence littéraire, pardon, c'est Virginia Woolf. Non pas que pour la chambre à soi, même si ça, c'était aussi un essai que j'ai lu très tôt, et donc je me suis toujours dit, il me faut une chambre à moi, et j'ai toujours eu une chambre à moi, en fait. Même en étant mariée, j'ai ma chambre à moi. Donc ça, c'est quelque chose de très important, mais aussi parce qu'elle a toujours su, tout en étant très fragile, transcrire cette fragilité dans son écriture et l'assumer. Elle a quand même aussi assumé, donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant aussi, parce que tout en étant importante, reconnue, on peut quand même laisser toujours transparaître cette fragilité, parce que c'est quelque chose qui est compliqué aussi pour les femmes, je pense, quand on arrive dans des positions de direction. Tu as senti en France un plafond de verre pour toi en tant que femme? Clairement, oui. Il y a clairement un plafond de verre. Après, il faut pas non plus complètement idéaliser le communisme. Il y avait aussi un plafond de verre, parce qu'à partir du moment où on arrivait dans des positions avec plus de responsabilités, il y avait de moins en moins de femmes. Donc même dans un pays où toutes les femmes travaillaient, vraiment les postes au niveau COMEX étaient plutôt réservés aux hommes. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le Politburo, il n'y avait que des vieux hommes à moitié morts et peut-être une seule femme qui était la femme d'un des hommes. Donc il y avait très peu de femmes qui arrivaient à des positions de pouvoir, et c'est toujours aujourd'hui le même cas, à moins de faire partie de réseaux qui aident à accéder à un poste important. Mais en tout cas, il ne faut pas s'imaginer que c'est uniquement par ses compétences que l'on va arriver à une carrière importante, que ce soit en France ou ailleurs. C'est pas un phénomène typiquement français. C'est quoi ta position sur les quotas? Je n'aime pas. Je suis contre les quotas parce que même si ça contredit complètement ce que je viens de dire, parce que en disant qu'on n'arrive pas à un poste important pas uniquement par ses compétences, mais je pense qu'il faut mettre en place d'autres systèmes de mentoring, d'aide, d'interaction que le simple quota mathématique, parce que ça va faire du tort à des gens qui sont vraiment compétents. Pour moi, en fait, dans un poste, par rapport à un poste, ce qui compte, c'est la compétence et la capacité de manager, bien évidemment. Mais de regarder uniquement un quota, ça peut aider parfois à certaines personnes à accéder à quelque chose, mais ce n'est pas la solution à la problématique de base. Je viens de finir un livre qui s'appelle Inspire de Adam Galinsky, qui est professeur de psychologie sociale à Columbia. Je suis absolument fan de ce bouquin parce que tout ce qu'il dit est étayé par des études qui ont été faites dans les plus grandes universités. Et donc, ça permet de donner une base vraiment scientifique à ce qu'il avance, avec beaucoup de tests qui ont été faits. Et justement, il parle des vraies mesures d'inclusion et de diversité qui fonctionnent. Et en fait, les seules qui fonctionnent, ce qu'il dit, c'est que les seules qui fonctionnent, c'est celles qui se basent sur des critères applicables à tous.
C'est-à-dire qu'en fait, les règles du jeu doivent être fixées à l'avance, par exemple sur le recrutement, et donc prise en compte de la compétence, du nombre d'années d'expérience, etc., d'un certain niveau en langue et tout, mais finalement, et ça marche mieux y compris pour les minorités. Donc, Et c'est quelque chose qui est important aussi dans l'éducation, en fait, encore une fois, depuis l'école, que l'on puisse faire suivre les mêmes parcours à tout le monde et que chacun ait le droit d'être dans un parcours d'excellence. ouais. Mais pour peu que, tu vois, l'orientation soit pas biaisée, parce qu'on montre, les études montrent que en France, c'est dès la plus petite enfance enfin dès le CP, on donne l'impression aux filles qu'elles sont moins bonnes en maths déjà. Donc le décrochage, il se fait déjà là, ce qui est incroyable en réalité. Il n'y a rien qui justifie d'un point de vue biologique. C'est ça, en fait. C'est un petit peu comme s'il y avait deux cerveaux différents, ce qui n'est pas le cas. En fait, je ne comprends vraiment pas d'où ça vient en France, parce que ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Encore une fois, si on va juste en Allemagne, juste à côté, ce n'est pas du tout le cas. Il y a cette idée philosophique que les femmes, le cerveau des femmes est différent des autres. Et j'avais même entendu un jour, je ne vais pas citer son nom, un ministre dire oui, moi j'ai plutôt un esprit féminin, je ne suis pas bon en maths. Waouh. D'accord. Oui, et c'est destructeur ce genre de. Oui, mais bien sûr. C'est quoi la compétence, toi, que tu aimerais acquérir cette année? J'aimerais apprendre encore d'autres langues. Ah ouais. J'adore apprendre les langues. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut d'ailleurs surtout pas Oui. mettre de côté avec l'arrivée de l'IA générative, où on pourrait se dire ah ben, je n'ai plus besoin d'apprendre la langue parce que ChatGPT peut tout traduire à ma place. Apprendre une langue, ce n'est pas du tout juste remplacer un mot par un autre. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre une culture, c'est une autre façon de parler, c'est une autre façon de penser. Moi, je me rends compte avec les 4 langues que je parle, en fait, selon la langue dans laquelle je suis, je ne pense pas du tout de la même façon. Donc, apprendre une nouvelle langue, c'est aussi toujours apprendre à penser différemment. Absolument. Je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, c'est quoi la langue que tu apprends là? Alors, je suis en train d'apprendre, je ne vais pas du tout y arriver en une année, mais je suis en train d'apprendre l'arabe et le japonais. Ok, ambitieuse, comme toujours. Si tu pouvais remonter le temps et te donner un conseil, ça serait quand? Et pour te dire quoi? Justement, en parlant du Japon, je m'étais posé la question parce que je me sens très très bien au Japon, notamment à cause de peut-être mon histoire, à cause de ma culture qui est peut-être toujours dans ma tête un peu plus collectiviste qu'individualiste, et parce que j'aime l'art japonais et la cuisine aussi d'ailleurs. Je m'étais posé la question si je vais pas m'installer au Japon pour vivre au Japon il y a 10 ans, et donc je ne l'ai pas fait, donc parce que je n'avais pas le courage de le faire. Donc, peut-être que si je pouvais voyager dans le temps et revenir 10 ans en arrière, je me dirais vas-y quand même. De toute façon, tu as réussi à passer du jour au lendemain du communisme au capitalisme, tu peux aussi vivre au Japon. Ouais, pas évident, mais oui, très beau challenge en tout cas. Bah écoute, ça ne t'empêche pas d'y voyager, donc c'est déjà ça. Est-ce qu'il y a une cause qui te tient à cœur? C'est pas forcément une cause très concrète, mais c'est surtout la cause de maintenir l'intelligence humaine face à la facilité d'utilisation de l'IA. Comme on l'a dit déjà tout à l'heure par rapport aux langues, mais en fait cela s'applique à tout. Et en cela, on fait aussi beaucoup d'éducation média et information avec les écoles et avec les professeurs, puisqu'en fait, ils sont face à ce dilemme d'élèves, d'étudiants qui ont un outil hyper puissant auquel il faut juste poser une question, interagir pendant 3 secondes et il peut sortir un texte complet à leur place. Donc, comment on peut garder l'envie de travailler par soi-même, de réfléchir par soi-même, de construire quelque chose par soi-même, d'avoir ce parcours de formation
face à des IA qui peuvent le faire à notre place. Et la réponse est on a besoin de le faire parce que demain, il faut bien des gens pour surveiller les IA génératives. Et si nous-mêmes, on n'a plus du tout de compétences, on les laisse complètement à l'abandon entre elles. Et ce n'est, je pense pas, un avenir très souhaitable. Et je pense que, tu vois, je me dis, ça serait triste si l'imagination était, comment dire, en déliquescence. Je trouve que l'imagination, je suis pas sûre qu'on la valorise suffisamment, mais pourtant c'est essentiel dans notre construction. Enfin, je me souviens moi je suis de la même génération que toi, je me souviens enfant de m'être ennuyée parce que j'en avais marre de lire, qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à la télé pour nous, puis que mes parents contrôlaient beaucoup, donc et donc de laisser courir mon imagination et de raconter des histoires beaucoup pour mon petit frère, ma petite sœur. Ça c'était, enfin d'ailleurs les journalistes aussi doivent savoir raconter des histoires. Donc je trouve que c'est un des challenges des parents aujourd'hui, c'est de laisser leurs enfants cultiver leur imaginaire et de les aider à ça. Et ce n'est pas en étant effectivement diverti à longueur de journée qu'on peut développer cette capacité d'imaginer des choses par nous-mêmes. Et en fait, on peut aussi imaginer des choses uniquement quand on s'est nourri de quelque chose, quand on a lu, quand on a écouté, quand on peut puiser dans une richesse intérieure. Si tout ceci, on le déporte vers des IA génératives qui peuvent effectivement, qui se sont nourries aussi de toute la richesse créative du monde et qui peuvent nous générer des contenus avec tout ceci. Mais si nous-mêmes, on n'a plus du tout cette richesse en nous, je trouve ça effectivement très triste comme vision d'avenir. Donc, cultivons notre imagination, continuons à explorer. Tout à fait. Déconnectons-nous de temps en temps. Déconnectons-nous de temps en temps. En tout cas, Cathy, merci beaucoup pour cette conversation hyper enrichissante. Je suis ravie d'avoir pu prendre ce temps avec toi et je te souhaite un très bel été. Merci beaucoup pour l'invitation et bel été. C'était le dernier enregistrement live avant la pause estivale. Dans 15 jours, je te ferai découvrir sur TechLipstick l'épisode d'un autre podcast que j'aime énormément. Je ne t'en dis pas plus, ce sera une surprise. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à me faire des feedbacks sur LinkedIn, Instagram ou via ta plateforme de podcast. C'est comme ça que je m'améliore, c'est comme ça que je peux te proposer des choses de qualité. À très vite, porte-toi bien et n'arrête jamais d'explorer.